Alors la première fonction, c'est avocat au barreau de Lille. Donc moi j'exerce dans un contentieux, je suis spécialiste en droit immobilier avec une qualification spécifique de droit de la construction et j'ai également une partie de mon contentieux qui est de droit public, ce qui fait que j'interviens tant devant les juridictions civiles que devant les juridictions administratives. Donc ça effectivement c'est une partie assistance, une partie plus contentieux d'ailleurs et conseil. Donc ça c'est ma réelle fonction, la fonction d'avocate, et j'ai une autre fonction pour laquelle j'ai été élue et j'ai pris mes fonctions en janvier de cette année, c'est la fonction de bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lille, ce qui fait que je représente en tout cas tous les avocats au barreau de Lille. Alors être bâtonnier, c'est veiller au bon fonctionnement de la profession d'avocat. Cela consiste justement à éviter tous les incidents, à régler les problématiques, à régler les différends qu'il peut exister entre les avocats eux-mêmes, entre parfois les avocats et la juridiction. Donc on a tout un pan qui est consacré à la déontologie et au disciplinaire. La déontologie, c'est veiller donc au respect des règles, au respect du secret professionnel, au respect justement donc de la déontologie des relations avocat-client, veiller au respect des conventions d'honoraires pour que le justiciable soit réellement bien défendu par des avocats compétents. Au niveau déontologie, on peut être amené à intervenir par exemple lorsqu'il y a des dossiers qui requièrent une certaine urgence avec des avocats qui veulent absolument plaider et des contradicteurs par contre qui souhaitent un renvoi. Et là, on a un petit peu une contrariété d'intérêt. C'est-à-dire que une personne qui va vouloir la garde de son enfant est pressée d'obtenir cette garde. La personne qui est en défense, ou en tout cas ce qu'on appelle communément l'adversaire, va devoir lui présenter des observations justement pour être également défendu au mieux et il doit avoir également le temps de préparer sa défense. Le rôle d'un bâtonnier, c'est quand il y a effectivement deux avocats qui défendent très bien les intérêts de leurs clients, il faut trouver la meilleure solution. La meilleure solution, ce n'est pas forcément de passer le dossier tout de suite, ce n'est pas forcément d'obtenir un renvoi dans 6 mois, il y a toujours un juste milieu et à ce moment-là, nous sommes là pour intervenir et pour essayer de trouver une solution qui conserve au mieux non pas les intérêts des avocats, mais les intérêts réellement des justiciables. Voilà. Être bâtonnier, c'est également veiller à la formation des avocats, vérifier les spécialisations, vérifier que tous les avocats font leurs heures de formation. Parce qu'il faut savoir que chaque avocat doit faire notamment 20 heures de formation par an et lorsqu'il est spécialiste, il doit faire des heures de formation dans sa spécialité. C'est un gage de qualité justement pour les justiciables. Alors l'ordre des avocats, c'est 1350 confrères à gérer. Et 1350 confrères, ce sont des confrères qui sont de tous les contentieux et ce sont également beaucoup de métiers différents. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du métier d'avocat et de la fonction d'avocat, vous allez avoir des personnes qui ne vont jamais venir au palais, qui vont rester dans leur bureau, qui vont faire un travail exclusivement de conseil, qui vont travailler main dans la main avec les sociétés. Et vous allez avoir d'autres avocats qui par contre passeront leur journée dans les juridictions et qui vont faire par exemple des contentieux, le contentieux pénal, du contentieux de droit de la famille qui justement côtoient quotidiennement les juridictions et les justiciables. Donc vous aurez des avocats qui ne mettront pratiquement pas leur robe d'avocat et vous aurez par contre des confrères qui seront en permanence au tribunal. Alors il y a les fonctions qui sont un petit peu notre image d'Épinal, d'abord l'exécution des décisions de justice, mais en amont ce qu'on appelle la signification, c'est-à-dire le transport des assignations, des convocations judiciaires et des significations de décisions de justice, une fois que la décision est rendue, l'amener finalement au destinataire de façon certifiée selon les formes soit du code de procédure civile, soit du code de procédure pénale. Nous avons aussi un rôle auprès du tribunal puisque nous sommes partie intégrante de la chaîne judiciaire et nous assurons aussi ce qu'on appelle les audiences sous l'autorité évidemment du magistrat chargé de l'audience. Nous participons aux audiences pour ce qu'on appelle l'appel des causes et puis nous avons des missions autres qui sont les constatations, le constat d'huissier qui est évidemment très connu et qui intervient alors soit sur commission judiciaire, sans être trop technique, ce qu'on appelle les constats sur ordonnance, qui est une mesure d'instruction, ou les constats à la requête des particuliers
Nous en faisons énormément dans tous les domaines. Et puis nous avons aussi des matières dites accessoires, qui sont peut-être moins connues, comme l'administration d'immeubles, le syndic de copropriété ou même l'agent d'assurance. Nous intervenons aussi en matière c'est assez nouveau, en matière de procédure collective, puisque les huissiers sont habilités, dans certains cas, à assurer les fonctions de liquidateur pour les petites sociétés. Alors, on est une profession qui peut avoir une vision parfois d'une profession mal aimée, mais je crois qu'en réalité, au quotidien, c'est tout l'inverse. Il y a l'aspect exécution, mais il faut savoir que les gens quotidiennement viennent voir chez nous, prendre un renseignement, un conseil, et c'est une partie qui n'est pas visible. Le constat doit s'abstenir de tout avis technique sur le litige considéré. Le constat est une photographie de la situation existante, mais ne doit surtout pas donner un avis, puisque nous ne sommes pas autorisés, nous ne sommes pas experts. Nous constatons un fait. En matière de constatation, un constat de voisinage, par exemple sur une haie de tuya qui pousserait trop haut ou trop large, des constats de bruit, puisque les litiges de voisinage sont assez souvent relatifs à des excès de bruit. Des constats de SMS aussi, puisque l'écrit reste, mais l'écrit électronique aussi. Et il nous arrive aujourd'hui fréquemment de faire des constats, de retranscrire des discussions ou des messages SMS. Le notaire donc, est un professionnel du droit nommé par le garde des Sceaux et qui va donc accompagner donc, les particuliers et les professionnels. Notre mission principale est de sécuriser donc, les opérations juridiques au moyen des actes authentiques. Qu'est-ce qu'un acte authentique ? C'est un acte reçu par le notaire en sa qualité donc d'officier public et qui va en garantir la validité, l'efficacité et la conservation. N'oublions pas que le notaire va engager sa responsabilité ainsi que celle de sa profession pour les actes qu'il reçoit. Nos domaines d'expertise sont très variés. On connaît donc classiquement le droit immobilier, droit de la famille, droit des entreprises, mais il y a également le droit rural, le droit des collectivités publiques, pour lesquels le rôle du notaire est moins connu. Rappelons aussi donc que pour certains actes, le recours au notaire est obligatoire, c'est-à-dire que l'État a imposé le recours à l'acte notarié. L'exemple le plus donc connu est la vente immobilière. Donc le notaire est chargé donc de la réception de la vente immobilière et l'État lui a confié également donc le rôle donc d'effectuer toutes les formalités suite à cette signature. C'est-à-dire qu'il va constater le transfert de propriété entre le vendeur et l'acquéreur et après, il va donc faire les démarches auprès de l'administration fiscale afin que cette vente soit connue de tous. Et c'est ce qu'on appelle les formalités de publicité foncière. Donc le notaire donc, est tenu d'un devoir d'information pour les actes qu'il reçoit. C'est-à-dire qu'il doit éclairer les parties sur la portée et les conséquences de leur engagement qui va être pris dans l'acte. Le devoir de conseil s'étend également avant l'acte pour la préparation et le choix de l'acte à retenir. L'exemple le plus courant est le contrat de mariage. Ça veut dire que les futurs époux donc, vont demander un rendez-vous de renseignement chez leur notaire. Ils vont donc exposer donc, leurs souhaits, leurs motivations. Et également, ils vont nous expliquer souvent donc, ce qu'ils ont entendu ou ce qu'ils ont donc, analysé donc, grâce à Internet. Et de là, nous, on va donc partir à la recherche des infos. Donc, le notaire va donc analyser donc, la situation des clients afin d'offrir donc le meilleur contrat donc pour leur vie matrimoniale. Évidemment, donc le notaire ne va pas proposer le même type de contrat à un couple de 25 ans donc qui se lance dans des startups qu'à un couple à la retraite dans le cadre d'une famille recomposée. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment donc du sur-mesure. Le notaire est également un acteur de la gestion de patrimoine. Ça veut dire que le notaire va être consulté pour réaliser donc on va dire l'analyse du patrimoine des clients afin de dresser un audit et de proposer des solutions afin d'optimiser ou d'anticiper finalement la suite. Ça peut également être des préoccupations d'investissement où les clients souhaitent simplement donc connaître le régime fiscal le plus intéressant. Parfois, il peut être amené à travailler pour le compte de la justice. Je pense notamment donc aux notaires experts dans le cadre des procédures de divorce ou de partage de succession. Le notaire, enfin, peut être amené donc à régler des différends, toujours de manière extrajudiciaire. Nous tentons, dans ces cas-là, de régler à l'amiable les différends.
À ce titre, on va se retrouver au cœur des familles, au cœur des couples, et on va toujours donc œuvrer en leur sens, tout en défendant leurs intérêts et toujours donc en veillant à la sécurité juridique des actes et des conseils qu'on leur donne.